Everyone knows therapy is great for solving problems, but it turns out therapy has some difficulties of its own. Finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, convenient, and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your own home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp.com. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Oui, on peut vivre de sa passion sans avoir fait forcément les études pour. C'est en partie ce que je retiens de ma conversation avec Raphaëlle Marchal. Raphaëlle est l'une des journalistes food les plus talentueuses de notre génération. Pourtant, elle n'a jamais fait d'école de journalisme. Chroniqueuse sur BFM, puis dans William à midi sur C8, animatrice d'une émission culinaire avec Yannick Aleno, Raphaëlle a un CV impressionnant. Au-delà de sa personnalité solaire et attachante, Raphaëlle a su faire de la place pour ce qui l'animait vraiment, s'entourer des bonnes personnes et saisir les opportunités quand elles se présentaient à elle. Tout cela en conservant un parfait équilibre de vie et en devenant maman de jumeaux, un aléa qui aurait pu la déstabiliser mais qui n'a fait que renforcer son amour du métier. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, son rapport à son image, la façon dont elle exerce son travail, son équilibre vie pro-vie perso avec 2 enfants et bien d'autres choses. Si vous aimez notre échange, 5 étoiles et 1 commentaire sur Apple Podcast ou Spotify me permettraient de faire connaître le podcast et de toujours pouvoir vous proposer des épisodes qualitatifs. Belle écoute. Bonjour Raphaëlle. Salut Laura. Je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans les locaux de Canal+, oui. Là où tu travailles. Changement de programme de dernière minute. Raphaëlle, tu ne te souviens peut-être pas, mais comme je te le disais en off, moi je te connais depuis une dizaine d'années. En fait, je t'avais croisée à plusieurs événements food, donc tu étais déjà passionnée. Ouais. Tu n'as jamais changé de trajectoire et de passion. Non. Et j'ai toujours suivi du coup depuis ton parcours, ton évolution sur tes différents réseaux et puis même dans mon écran de télévision. Et je suis très heureuse que les auditeurs de mon podcast puissent te découvrir aujourd'hui sous un autre angle. J'ai envie de te demander comment tu vas. Bah écoute, ça va hyper bien. Je crois que ce qu'on m'a le plus dit pendant ma grossesse, c'est profite maintenant parce qu'ensuite tu verras les 3 premières années et tout. Bon, je suis précisément à l'heure où je te parle à 5 mois moins 1 jour de postpartum. Et écoute, ça va hyper bien. J'ai finalement peu arrêté, mais je m'étais laissé le choix et j'ai repris quand je me sentais de reprendre et j'ai arrêté quand je me sentais d'arrêter. C'est-à-dire à 4 jours du terme, mais c'était pas prévu et finalement ça s'est bien fait. Et écoute, c'est le bonheur. Hein. Je touche précisément du bois
au moment où je te parle pour que ça continue, mais j'ai rien à dire. En effet, je te trouve rayonnante. Je tiens à te le signaler, vraiment, c'est sincère pour une maman qui a eu 2 bébés et un gros postpartum pour le 2e, je tiens à le préciser, pas pour le premier, je te trouve rayonnante, puisqu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, tu es maman de jumeaux. Oui, absolument. Est-ce que tu peux te présenter, Raphaël, de la manière dont tu le souhaites pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui? J'ai 33 ans, je m'appelle Raphaël, j'ai grandi à côté de Paris. J'ai toujours aimé manger, vraiment des bébés. Enfin, tu vois, c'est vraiment sur les anecdotes de famille. Genre, mais je me souviens, elle s'est fait opérer d'un chalazion quand elle avait 1 an. Elle a gobé le hareng du plateau. Enfin, tu sais, je ne saurais jamais si c'est vrai dans les détails ou pas, mais en tout cas, on m'a toujours raconté que j'avais toujours été très gourmande et bien dodu bébé, tu vois. Et c'est vrai que j'ai un père qui cuisine énormément. J'ai une mère qui a toujours fait hyper gaffe aux produits parce qu'elle a grandi avec un père qui bossait en agriculture, enfin mon grand-père, et donc ça a toujours fait partie de notre quotidien, mais j'ai jamais imaginé que j'en ferais un métier. D'ailleurs, je sais pas si on peut dire que j'en ai fait un métier, mais en tout cas j'ai toujours aimé évoluer dans cette direction, donc je pense que c'est ce qui me caractérise le plus. Et à côté de ça, voilà, aujourd'hui je gravite entre des projets télé, des projets d'écriture, des projets d'animation autres que télévision, des petits bouquins et tout ça, et j'adore ce que je fais. Bah oui, ça se sent. Est-ce que justement tu peux, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on comprenne un peu mieux qui tu es, est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire qui peuvent nous aider à te connaître et qui ont influencé la femme que tu es aujourd'hui, accomplie de 33 ans? C'est la première fois qu'on me pose cette question, mais le premier moment fort de ma carrière, sur le coup, j'avais pas conscience que c'était fort. C'est ma rencontre avec Julie Mathieu, qui a créé Food Pâtisserie avec Muriel Talandier. Et en fait, je me souviens, donc c'était il y a une dizaine d'années, je pense. J'ai peut-être une bêtise, je dirais 8 ans, 9 ans, mais bon, je dirais 10 ans. Et en tout cas, à l'époque, c'était énorme. Genre, tout le monde disait, mais c'est quoi ce nouveau magazine et tout. Et je sais pas, moi, ça m'intéressait déjà un peu les coulisses. Et donc, je cherche partout sur Google, genre, qui est à l'origine de ce truc, quoi, de ce phénomène. Je crois que c'était le 2e ou 3e numéro. Et je me dis, mais qui sont les génies derrière ça? Et donc, je finis par leur écrire sur la page Facebook et tout. C'est François Blanc, qui est toujours d'ailleurs leur CM, qui me répond en disant, vous pouvez contacter notre fondatrice, et en fait je lui ai écrit en lui disant que je veux l'interviewer pour mon blog en randonnion qui à l'époque a 1 mois d'existence, tu vois. Et en fait elle me dit oui, on se donne rendez-vous, je me souviens très bien, rue du Faubourg Saint-Denis chez Charles Compagnon, et moi j'arrive, mais genre je sais pas pourquoi je m'étais mis autant de pression, mais en mode, c'est ma première interview, tu vois, un peu officielle de quelqu'un du métier, etc. Quand ça compte, on se met la pression. Bah oui, alors que je savais pas que ça compterait autant pour ma carrière, tu vois, derrière. Mais et donc Julie arrive et en fait bêtement, mais à l'époque j'avais ce syndrome de l'imposteur. Je me dis, il faut absolument que je montre que je suis dans le même sujet qu'elle, et du coup je commande toute la carte. C'est-à-dire que vraiment, elle a une demi-heure devant elle, elle a pas le time, elle prend un café noir, et moi je suis là, genre je prends les pancakes. J'adore la food. Non mais c'était ridicule, parce que du coup la table a été remplie de bouffe, je sais même pas si Julie s'en souvient, parce que j'étais stressée, et en même temps, à l'époque, j'avais pas ce matériel dont tu disposes toi pour enregistrer, donc je prenais des notes en même temps que je bouffais mes tartines et que je buvais mon chocolat et tout, et je lui posais des questions dans tous les sens, et je me souviens que j'ai publié cet article qui s'appelait Julie Mathieu est à la pâtisserie ce que Pablo Neruda, c'était tellement boulard comme titre, est à la poésie, s'il te plaît, mais genre c'était, enfin bref, je me aussi souviens. donné pour le titre. Ah mais je m'étais donné mais sur toutes les lignes, et je sais pas ce qui a fait que Julie m'a écrit après en me disant, est-ce que ça t'intéresse de t'occuper de notre rubrique Tac au Tac, qui est une petite 2 pages, tu vois, d'interview et tout. Et en fait, c'est devenu mes mamans, toutes les deux là-dedans. Elles m'ont toujours défendue quand, à l'époque, elles se sont pris un peu des réflexions, genre, mais pourquoi vous faites écrire Raphaël? Elle est blogueuse. À l'époque, je suis blogueuse. Je suis personne, quoi. Et à l'époque, les blogueuses pouvaient être connotées un peu négativement. Je pense que ça a évolué depuis, mais d'ailleurs, que j'ai été blogueuse ou pas, c'était pas tellement le point. C'était genre, elle est pas journaliste, d'où elle écrit pour vous. Okay. Et en fait, Julie, j'ai adoré parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, et très vite, elle disait genre, mais en fait, plus on m'emmerde
avec ce genre de réflexion, plus je vais te filer des piges, tu vois. Et du coup, elle disait, ça vous pose un problème que Raphaël écrive. Enfin, nous, on aime comment elle travaille, donc basta. Et derrière, c'est vrai que j'ai récupéré d'autres piges, et puis ensuite j'ai commencé avec elle sur Food Cuisine. Et à la fin, j'avais Collection, qui était un grand portrait que j'adorais, Tac au Tac aussi pour Food Cuisine, dessert signature pour Food Pâtisserie, tout bref. Et je me suis éclatée avec elle. Et je trouve, j'en saurais d'ailleurs jamais rien, mais je pense réellement que c'est grâce à elle si j'ai publié mon premier livre sur les gâteaux à la folie, parce que c'est grâce à Food Pâtisserie que j'ai été repérée par First. Enfin, je dis une bêtise, d'ailleurs, à l'époque, c'était déjà le groupe Ed8, mais c'était pas First, c'était Tana, avec Marie. Et c'est grâce à elle aussi que je fais de la télé. Donc, je leur dois énormément. Et donc, ça, c'est la rencontre la plus décisive. Et c'est surtout ce qui m'a fait écrire pendant longtemps, parce que c'était important pour moi, même si je me lançais sur des projets plus audiovisuels, d'animation et de création de contenu, c'était hyper important pour moi de continuer à écrire. Et après, oui, l'autre grande rencontre, c'est Marie, donc de chez Tana, et mon premier livre À la folie, qui m'a fait partir au Japon, qui a été traduit en coréen, en taïwanais et en chinois. En fait, ce qui est drôle, c'est que je suis allée au Japon pour ce bouquin, mais il a jamais été traduit en japonais. D'accord. Donc ça, c'est une autre grosse rencontre, parce que suite à ça, j'ai publié 4 autres livres, et c'est quand même une aventure assez géniale, l'édition particulière, parce que c'est beaucoup de temps pour peu d'argent. Ouais, c'est ça. Mais pas pour l'écriture, pour l'argent. Mais ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi encore aujourd'hui, d'avoir des projets qui me rapportent rien, voire qui me coûtent en temps et parfois même en investissement, mais qui me vraiment captivent, et à la fois évidemment des projets qui me rapportent des sous. Mais la chance que j'ai depuis quelques années, c'est que même les projets qui me rapportent des sous, c'est des projets qui me passionnent, tu vois. Alors qu'au début, c'est sûr que j'ai fait des trucs pour gagner ma vie, mais qui n'étaient pas captivants, tu vois. Donc ça, et puis après, après c'est la rencontre avec la chaîne et le début de William à midi, donc où on est aujourd'hui, voilà, chez Canal, parce que C8 fait partie du groupe Canal+, et ça a été un hasard total, et je suis hyper heureuse parce que ça... Raconte-moi ce hasard. En fait, c'est drôle parce que je dis hasard, mais je crois que il faut que je change de mot. Moi, je considère que c'est un hasard parce que le producteur de la première saison, à l'époque, me repère sur une émission qui n'existe plus, qui s'appelait Ça chauffe en cuisine, qui était une émission de débat, genre faut-il labelliser les fromages AOP, faut-il, bon bref, des questions un peu vastes. Il y avait Perico Légas, Jean-Bernard Magescas, Hugo Desnoyers, moi et je sais plus qui. Et en l'occurrence, c'est Muriel Talandier, l'associée de Julie sur Food Pâtisserie et Food Cuisine, qui m'a recommandé à l'époque à la productrice, Karine. Et c'est grâce à cette émission que j'ai été repérée par le producteur de la saison 1 de William, et que du coup j'ai commencé ici, mais je sais même pas s'ils avaient conscience qu'avant ça j'avais jamais fait de télé, quoi. Et en fait, de saison en saison, j'ai été reconduite, mais avec toujours un petit suspense, parce que tu sais pas, moi j'ai pas de piston, j'ai jamais fait de télé, j'ai absolument pas de connaissances ou de famille dans ce milieu. Et donc chaque semaine, je me disais, est-ce que je vais continuer? Et en fait, j'adore, parce que à la fois c'est de l'écriture, à la fois c'est du terrain, parce que je me déplace toutes les semaines en reportage, que ce soit chez des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, ou chez des artisans fromagers ou autres, affineurs, ou que ce soit chez des cuisiniers ou chez des chefs volants et tout. Et après, j'accompagne aussi la directrice de production sur, les accessoires du plateau, qui est-ce qu'on met en avant et tout. Et surtout, je participe au montage. Aujourd'hui, j'étais en direct, mais je suis aussi en montage. D'accord. Un reportage qui sera diffusé jeudi. Et du coup, ça, c'est très complet et c'est passionnant pour moi. Et puis, bien sûr, la chronique sur le plateau. Et puis, j'adore. Voilà, et bien sûr. Et pardon. Et après, le direct, où j'étais. Donc, t'as vraiment toutes les étapes, jusqu'à la diffusion. Exactement. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est des choses que je connaissais pas du tout avant. Donc ça a été un gros point. Et puis, voilà, après, il y en a plein, mais je pense que les gros, c'est ça. C'était un rêve quand t'étais petite fille ou adolescente? La télé? Ouais. Non, et d'ailleurs, peut-être que c'est ça qui fait que ça m'a jamais fait trop peur, parce que je me souviens que quand je suis arrivée, on m'a dit, tu verras, c'est un monde dur, tu peux sauter du jour au lendemain, ce qui est très certainement vrai. Mais je crois que comme ça m'a jamais trop fait peur c'est-à-dire que je me suis toujours dit, mais encore maintenant, j'espère que ça durera aussi longtemps que possible.
Mais c'est pas une finalité. C'est-à-dire que si demain on me dit on te remplace, ça fait mal à l'ego et ça fait mal parce que j'adore l'équipe et que je m'éclate, mais je sais que je vais faire plein de trucs. Et d'ailleurs, ça représente aujourd'hui peut-être 40 ou 50% de mon temps, mais j'ai toujours eu des projets à côté et j'espère que j'en aurai toujours. Et en même temps, j'aime de plus en plus ça et j'ai envie d'en faire encore plus. Mais on m'a toujours dit de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je répartis mes miettes. Non, et puis tu es douée pour ça, donc t'as raison que ça s'arrête. Si je t'ai invité aussi, Raphaël, c'est clairement pour comprendre les coulisses de ton métier dans la lumière, qui peut faire rêver, qui, je te l'avoue entre nous, qui me fait rêver. Moi, pour moi, c'est une finalité. Qui intrigue, en tout cas, qui fait parler. Et la manière dont tu as réalisé ton rêve, ou alors une activité qui t'épanouit pour en inspirer d'autres. Comme tu le disais, tu es passée d'un blog food en randonnion à pigiste pour plusieurs magazines, à chroniqueuse sur BFM, on n'en a pas parlé. Ouais, Raph se régale. Jusqu'à C8, dans l'émission William à midi. Les places sont assez rares, mais on dirait que tout te sourit. On parle même de contes de fées des temps modernes. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus facile et de plus difficile pour parvenir à entrer dans ce milieu et même dans tes premiers temps, justement, en tant que journaliste chroniqueuse? Ce qui était très difficile, c'est que comme j'ai commencé directement par l'émission en direct, j'ai pas eu le temps d'apprendre parce que littéralement, David à l'époque m'appelle début janvier pour démarrer genre mi-janvier. Donc moi, je m'étais toujours imaginé que quand on commençait quelque chose de nouveau, on avait d'abord une sorte de formation, de passation, d'entraînement et tout. Là, il y a une répétition avant le direct, littéralement 30 minutes avant. Et puis après, t'es jeté avec ton oreillette. Donc moi, je répondais à l'oreillette. C'est-à-dire que quand David me disait redresse-toi, lance plus vite ton sujet, rebondis sur tel truc, souris un peu, remets ta chemise et tout, j'étais là, ok, ça marche. Il me disait, ne me réponds pas, tu es en direct. Et moi, j'étais là, d'accord, David, ça marche. Donc tu vois, c'était. Mais et puis surtout, tu te retrouves avec tout un jargon qui est pas le tien. Moi déjà, la presse écrite, je connaissais pas. Mais là, c'est vrai que d'un coup, tu te retrouves en salle de montage avec quelqu'un qui te parle de bab, de rush, de split, de flop, et j'étais là genre je sais pas ce que ça veut dire. Il me disait tu penseras envoyer tes infographies? J'étais là je ne sais pas ce que c'est. Donc ça a été que ça. Et en même temps c'était le jeu. Enfin tu vois, il n'existe pas de. Enfin si, mais j'allais pas retourner à l'école. Oui, bien sûr. Donc ça a été dur parce que je voulais montrer que évidemment j'y connaissais rien, mais que j'allais apprendre vite. Et donc ça a jamais été difficile. Enfin si, j'ai un peu pleuré quand même au début. Maintenant que j'y pense. Parce que c'est stressant quand même. Les premières émissions, je transpirais. J'avais mon micro qui donnait pas toujours. Parfois, puis t'as pas conscience de ton image. Non, sais pas du tout. Pas comment t'asseoir, ou regarder. Il y a tous ces paramètres aussi. Exactement. Donc, mais ça a toujours été un truc excitant parce que je passais mon temps à me dire, au pire, si ça s'arrête, ça aura été une aventure de ouf. Donc, j'avais quand même un peu ce côté petite fille, tu vois, qui veut tout prendre et se régaler au cas où. Et puis finalement, j'adore ça, quoi. Donc, voilà. En fait, je crois que les trucs qui ont été difficiles, c'est finalement ce qui fait que c'était hyper excitant. Et les côtés faciles, il y en a plein. Enfin, c'est tout le reste, en fait. Ouais, c'est tout le reste. Tu nous parlais justement de personnes qui t'ont ouvert les portes. Ouais. On parle aussi de mentors dans énormément de corps de métier et précisément aussi dans ce métier. Est-ce que tu as pu compter sur l'aide de mentors qui t'ont justement entouré, peut-être rassuré et appris le métier? Oui, j'en ai eu plein et les mentors, ils évoluent d'année en année. Tu vois, au début, j'aurais beaucoup dit Julie et Muriel pour la presse écrite, mais après pour les bouquins, c'était mon éditrice. Pour la télé, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui travaille avec nous et sur qui je peux vraiment compter. Et après, sur tous les projets d'animation, etc., ça a été à chaque fois. J'ai tourné 2 émissions un peu plus longues, tu vois, une qui a été diffusée en prime, qui s'appelait Les plats préférés des Français, et une qui a été diffusée après le prime, donc vers 23h, qui s'appelait Les desserts préférés des Français. Et là, pour le coup, c'était le réalisateur, en fait, Guillaume. Donc, je crois que les mentors... Moi, j'avais un peu cette image comme toi, tu vois, de genre, je vais avoir une personne qui va m'accompagner. Et je pense que cette personne, en vrai, c'est ma mère, tu vois, qui est toujours là. Et genre, on s'appelle tous les jours, enfin, on est tic et tac. Mais ensuite, les mentors sur les projets précis, c'est, je pense, à chaque fois, la personne en charge du projet sur lequel je suis, tu vois. Parce que ma mère, même si c'est mon Normand Sud, c'est pas elle que j'appelle pour m'aider à lancer un plateau. Donc, en fait, mes mentors, j'en ai plein. Mais même Caro, avec qui je partage le plateau, c'est ma fée, tu vois. Donc, j'en ai plein en fonction de où je suis.
Ouais, sur tes différentes émissions. Et justement, évidemment, il y a énormément de talent dans ce métier, mais il y a aussi cette capacité à être au bon moment, au bon endroit. Comment tu dirais, alors toi, voilà, on comprend que c'est une part, voilà, de ce que tu appelles le hasard, mais finalement, je pense que c'est le succès et ce que tu sèmes. Je crois beaucoup à l'idée de semer pour ensuite récolter. Comment finalement tu dirais, on peut ouvrir des portes pour animer une émission, une chronique? Est-ce qu'il y a des castings? Est-ce que toi, tu passes des castings en interne pour d'autres émissions? Comment ça se passe? C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a encore 2 semaines, 2-3 semaines, j'avais jamais activé quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais jamais osé contacter... tu vois, une prod ou d'ailleurs une chaîne, j'avais jamais lancé de bouteille à la mer. Je m'étais toujours dit, au moins, si tel truc se fait pas, ce sera pas de ma faute parce que j'aurais pas essayé. Ouais. Je pense que clairement, c'est une petite base de manque, pas d'estime, mais de confiance en tout cas, mais qui, à mon avis, nous habite tous. Et en fait, très récemment, quelqu'un m'a posé la même question que toi, genre, une copine d'ailleurs, c'était pas du tout un truc pro, mais c'est quoi ton rêve et tout? Et j'étais là, ah bah oui, c'est vrai, faut peut-être que je... Et donc, c'est la première fois mais je pense pas nécessairement, moi. Je pense que, justement, si c'est naturel et si c'est dans ton flow... alors, je sais qu'il y a deux... C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance et les portes se sont ouvertes. Et maintenant, il faut que j'ose oser, même si ça marche pas. Mais à l'inverse, on m'a aussi beaucoup raconté que pour des gens, ça a fonctionné au culot. Et en fait, d'ailleurs, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont omniprésents en télé te racontent que, alors attention aux mots, mais en rigolant, ils te disent qu'ils ont harcelé, tu vois. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est une bonne stratégie. Moi, c'est un truc que j'ose pas faire, mais en même temps... je crois qu'il y a qu'en France que on trouve que c'est pas normal de faire ça. Tu vois, en vrai, c'est ok de débarquer et de dire les gars, genre confiez-moi un truc, j'apprends vite, ça va le faire. Et moi, j'admire de ouf les gens qui arrivent à faire ça. Et d'ailleurs, c'est pas dit que je le fasse pas à un moment, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai eu de la chance. Et il faut pas que ça me rende feignante, tu vois. C'est ça le petit twist. Et du coup. Tu penses passer des castings? Mais j'en sais rien, je sais même pas comment on passe un casting. Mais tu sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais pas où et je sais pas comment et je sais pas quand et machin. Ouais. Mais en tout cas, je pense que cette année, je vais plus me présenter plutôt que attendre patiemment que les choses se fassent ou plutôt que de juste manifester à l'univers. Tu vois, ça c'est la faute du yoga en vrai. Je pratique beaucoup le yoga et du coup j'ai tendance à, tu vois, poser une intention en début de cours et me dire ah super, ça va se réaliser. Donc ça c'est fait. C'est pas comme ça. Mais moi je suis tellement comme toi. Moi ça fait 5-6 mois que je me mets à contacter des gens en mode c'est ça que je veux faire. Je voudrais peut-être animer une émission. Mais c'est hyper dur. Oui, c'est hyper Surtout dur. que moi, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait sur la radio, mais j'ai jamais fait sur un plateau télé. Et ça te demande, nous, en tant que femmes qui avons un syndrome de l'imposteur, tu vois, c'est 90% féminin, rappelons-le. C'est hyper dur. Oui, et puis il faut accepter. Mais en fait, c'est ça. Qu'il va y avoir 99 mauvaises réponses sur 100. Bien sûr. Et que peut-être les 1%, ça va marcher. Ouais. Et donc, tu seras content de toi à ce moment-là. Ouais. Si on parle de ta première fois sur un plateau, comment ça s'est passé ta toute première fois face caméra en tant que chroniqueuse? Quel souvenir tu en gardes? C'était le saucisson. J'étais allée chez Emmanuel Chavassieux tourner un petit reportage. À l'époque, on avait une rédactrice en chef et un producteur qui étaient tous les deux un peu responsables de la partie éditoriale. Donc c'est ça qui était compliqué, c'est qu'ils étaient pas toujours d'accord entre eux. Et du coup, quand ils ont visionné mon montage, en fait, ils m'ont pas fait les mêmes retours. Donc en fait, ils sont sortis de la salle de montage et je savais pas ce que je devais apporter comme modif au sujet. Et du coup, le monteur était là. Du coup, on fait quoi? Et j'étais là, je sais pas. Et c'était genre pour le lendemain. Donc ça a été un premier truc où j'avais tellement d'infos alors que maintenant ça coule de source, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à retenir tout ce qu'il avait dit. Il me disait d'ajouter des sous-titres, d'ajouter des trucs, des machins, des photos, d'aller chercher des images sur je sais pas quoi, d'envoyer un mail à un tel et un autre à Wamgraph. Enfin tu vois, genre moi j'ai pas ce vocabulaire.
Donc ça, c'était pour la partie reportage qu'elle est diffusée en plateau. Et le jour du direct, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis arrivée avec une chemise en jean, mais vraiment quelle idée de merde, parce que du coup auréole de ouf, donc j'avais les bras collés comme un petit cachalot là. Et j'étais là, bonjour William, parce que je savais que j'avais les auréoles. Je voyais flou. Mon micro s'est cassé la gueule parce qu'à l'époque il fallait qu'on se lève pour aller. En fait, on avait les chroniqueurs en rond et chacun notre tour, on se levait pour aller jusqu'à William. Et une fois face à lui, on faisait notre chronique, ensuite on retournait s'asseoir. Donc moi, en me levant, mon micro tombe. Et genre, à l'époque, il me disait dans l'oreillette, faut que tu gueules, un peu à la Jean-Pierre Coff, tu vois, dit que les gens, ils mangent de la merde et tout, alors que maintenant, ma chronique, elle est plus du tout sur ce ton-là. Oui, bien sûr. Et donc, c'était le saucisson, et donc, je suis là à essayer de m'énerver alors que c'est pas mon caractère, en disant, on se rend pas compte qu'on bouffe du gras coloré et tout. Horrible. Mais je suis sortie de là un peu galvanisée, même si, bon, au final, je suis sortie du plateau, on m'a dit, ça allait pas. On t'a dit que ça allait ça allait pas, bien sûr, ça allait pas. Mais bon, j'ai appris de plus en plus, et puis ils m'ont pas viré pour autant, mais je suis arrivée à la maison en larmes, mais je pense de stress et à la fois d'excitation et à la fois de genre j'ai pas eu le temps d'apprendre et tout. Mais là pareil, j'ai eu des fées qui m'ont fait des retours, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils et tout ça, et encore aujourd'hui j'ai plein de trucs à apprendre. Et quel est ton rapport à la liberté d'expression? Alors c'est des choses qu'on entend beaucoup en télé. Je citerai aucun nom, mais j'ai une copine, qui a pu chroniquer sur des plateaux et qui me disait que, en gros, elle avait clairement pas de liberté d'expression. C'était très encadré, contrairement à ce qu'on pouvait en penser. Toi, quel est ton rapport? Moi, mon sujet c'est la bouffe, donc j'ai aucun problème. Tu vois, je peux dire absolument tout ce que je veux. Le seul truc, c'est de faire attention à pas culpabiliser les gens et à être concernant. C'est-à-dire que tu peux pas dire aux gens toute la journée d'aller. Alors, même si parfois les gens ils sont là, oui mais elle est gentille, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget et tout. Les circuits courts c'est très souvent moins cher que d'aller faire ses courses en grande surface, mais ça dépend évidemment des produits. Mais typiquement sur les fruits et légumes en frais, bio, local, de saison et tout, au Monoprix, tu vois, du 16e, je suis pas censée citer de marque, mais voilà, parfois c'est plus cher. Tu vois, hier bottes d'asperges, 4 asperges, c'est même pas 1 kilo. Ah oui. 4,99 €. Tu les achètes en direct à la ferme, ça va te coûter entre 2 et 3 €. Donc en fait, c'est pas vrai que c'est plus cher, mais c'est juste, en fait, c'est pas tellement une atteinte à la liberté d'expression, c'est juste que je fais un peu gaffe parfois à ce que je dis, mais sinon j'ai aucune, limite. Et d'ailleurs, c'est très agréable, mais donc j'ai un rapport assez sain à ça. Et comment tu travailles justement tes chroniques? C'est intéressant. Écoute, je dirais tous les 2 mois, j'envoie plein d'idées de sujets, mais c'est vraiment hyper vaste. Okay. Parfois, c'est une tendance. Parfois, c'est un défi. Parfois, c'est un produit. Parfois, c'est une spécialité régionale. Parfois, c'est un resto, une nouvelle méthode de cuisson. Enfin, ça peut être vraiment des trucs très, très vastes. Ensuite, la chaîne, en l'occurrence la prod, que ce soit la Red Chef ou le producteur, ils vont eux aussi dire là on va faire tel ou tel sujet, est-ce que ça te tente et tout. Ensuite, ils valident tout auprès de William évidemment. Et ensuite, je reçois les plannings où j'ai à la fois les sujets plateau seuls, donc sans reportage, et les sujets avec un reportage en plus. Et ensuite, je répartis chez qui je tourne, comment, quand et tout. Et donc parfois on prend le train pour aller en région, parfois on le fait à Paris, et ensuite j'écris la chronique, parfois il y a des modifs, donc je la revois, je tourne mon reportage, après je le monte, et après je gère ce qu'on appelle les accessoires plateau, donc je vais dire tu vois, aujourd'hui le thème c'était les beignets, donc on avait les beignets de Cédric Grolet, les Krispy Kreme pour montrer la nouvelle tendance des US qui vient d'arriver à Paris. Bon bref, des trucs comme ça. Et comme ça, on peut goûter en direct pendant le plateau. Puis après, il y a tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Donc ça, c'est juste pour la partie William à midi, mais ça s'organise comme ça. Et t'as une mission, t'as des valeurs que tu veux passer par le biais de ta chronique et puis tout ce que tu fais? Mais pas que par ma chronique. En fait, jusqu'à présent, parfois, c'était un peu... même si c'est pas réducteur parce que c'est un truc hyper important, mais c'était souvent genre bio, local, de saison, circuit court. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que sans jamais, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais, dévaloriser ou attaquer ou dénoncer. Enfin voilà, ça je l'ai jamais fait, mais j'essaye de ne parler que de ceux qui, à mon sens, méritent qu'on parle d'eux, et je parle pas que d'engagement écologique ou santé. C'est-à-dire que typiquement
chacun son combat. Tu peux pas à la fois avoir, je sais pas moi, une team 100% féminine, une cuisine où ça gueule pas, des produits uniquement de saison, mais en même temps respecter le bien-être animal et être anti-gaspi et être machin. Donc en fait, quelqu'un qui dit bah voilà, moi mon approche c'est de dire que je fais travailler que des personnes en situation de handicap. OK, trop stylé, on a compris, c'est ton combat, genre go. Bon bah moi il y a pas de viande. OK, trop bien. Bon bah moi c'est au contraire, j'encourage les agriculteurs et les éleveurs et donc dans mon restaurant il y a de la viande, de la sèche et tout. OK, super. Moi c'est anti-gaspi et tout. Et en fait c'est ça qui me plaît, c'est de dire bah qui se bat pour quoi. Et en fait, on ne peut pas tous se battre pour tout, même si à titre perso, on est tous causés par plein de choses. D'ailleurs, parfois, on ne sait pas pourquoi on est plus touché par un truc que par un autre. Donc, en fait, mon but aujourd'hui, c'est de mettre en avant les différents engagements de chacun. Et parfois, tu as des restos qui sont... t'as pas besoin d'être engagé. Tu as le droit de dire, moi, je veux faire plaisir, régaler tout le monde à un prix OK, et que les gens aient envie de revenir. Et trop bien, ça crée de l'emploi, on bouffe bien. Enfin, c'est quand même mon but tous les jours. Hein. C'est clair. Donc, je crois qu'il faut se détendre un peu avec ça parce que on est trop culpabilisant. Enfin, oui, et puis il y a pas de mal stop, à se faire plaisir, comme Chicandier. Ouais, je l'adore. Mon mec est fan de Chicandier. Ah bah, j'adore. Qui ne l'est pas, notre dieu à tous. Donc du coup, je suis devenue fan. Ah bah oui, surtout à force d'entendre ses vidéos bleu métal et tout ça. Il commence dans l'équipe d'Ophélie Meunier. Oui, exactement. Bah justement, j'étais au tournage de la première là avec une copine et justement, il était au festival de la raclette. Et quel rapport à soi, Raphaël, il faut pour passer devant la caméra? Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir confiance en soi? Est-ce qu'il faut se trouver belle? Et surtout, comment ton rapport a évolué? Est-ce que aujourd'hui peut-être t'as moins de mal qu'avant? Comment ça se passe en fait? Alors ça aussi c'est marrant comme question parce que c'est récent que quand je te dis récent c'est vraiment la semaine dernière j'ai fait ma 2e séance de coaching un peu pro développement personnel, différence entre rhétorique et éloquence avec Sana qui est une fille géniale dont je te donnerai les références. Et en fait, elle m'a fait réaliser un truc que je n'avais jamais capté, c'est que mes complexes dans la vie perso, tu vois, genre, je sais pas moi, je suis en vacances avec des copines, on fait une photo toutes les 4, bah je vais dire ah non mais là j'ai des boutons, ah mais là je suis grosse, ah non mais attends on la refait, machin. Ça ne m'est jamais arrivé à l'antenne d'avoir un complexe. Et en fait, que ce soit ma voix, et en fait, c'est pas parce que je me kiffe trop à l'antenne, c'est pas ça. Ce que m'a fait réaliser la coach, c'est qu'en fait, mon œil est pas le même. Et quand je travaille, bah, en fait, je suis pas en train de me dire, est-ce que je suis... Ah oui, parfois, je me dis, j'aurais pu mettre un peu de maquillage sur ce petit tournage, tu vois. Parce que c'est sûr que j'ai un HMC en plateau, je l'ai pas quand je suis en reportage extérieur. Mais ce qui est drôle, c'est que il y a pas tellement la place pour ça. C'est-à-dire que, en fait, je suis sur le sujet, le thème, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que je veux raconter. Et ça m'est jamais arrivé de me dire, non mais c'est pas possible, ce pantalon me va pas, machin. Alors parfois ma mère elle rigole, elle me dit non mais c'est quoi ce look et tout. mais moi c'est marrant, c'est pas mon et ça je sais pas si ça va, enfin je sais pas si ça a évolué ou pas. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que ma façon, en tout cas peut-être inconsciente, de me protéger de mon propre regard sur moi-même, qui est de toute façon toujours le plus difficile, et ben en fait, je me l'épargne finalement quand je bosse. Et tant mieux parce que j'ai pas fait de travail là-dessus, mais je me rends compte que naturellement ça s'est fait. Après, évidemment, dans la vie perso, comme tout le monde, tu vois, il y a des trucs qui m'énervent, mais ouais, t'arrives à distinguer le pro. C'est bizarre et je l'avais pas réalisé. Et en fait, j'ai réalisé ça avec Sana. Et en effet, c'est déjà un gros point parce que moi, j'ai plein de potes très médiatisés qui me disent, je supporte pas d'ailleurs, même des acteurs, je supporte pas ma voix, je supporte pas ma gueule. Moi, j'avais tellement de mal avec ma voix au début. Ah oui, mais en fait, putain, je me rends compte que c'est du temps gagné parce que là, j'ai passé la matinée en salle de montage depuis ce matin, 8h45. Donc en fait, je vois tronche. Bah, bien sûr. Heureusement que c'est pas un sujet, tu vois, parce que sinon on s'en sortirait pas. Donc non, écoute, c'est pas un sujet. C'est drôle, hein. Ouais. Ah mince, j'avais une question, je l'ai zappée. Oui, les critiques. Est-ce que t'as eu des critiques ou est-ce que t'as pu faire face à des critiques et la manière dont tu les as gérées? Mais en fait, là encore, je crois qu'on est assez préservé quand c'est la bouffe parce que comme moi, j'attaque jamais. J'ai pas tellement, tu vois, de raison qu'on vienne m'attaquer. Tu vois, Hugo Clément, évidemment, tous les jours, il défend sa cause, il a raison, et donc forcément, il se prend. Moi, je ne parle que de ce que je veux encourager, et quand j'ai un avis un peu mitigé, bah, je le garde pour moi parce que je considère que toute initiative, en fait, elle mérite d'exister parce qu'elle existe. Donc, en fait, jamais j'attaque. Donc, en fait, c'est souvent des trucs assez drôles. Je me souviens très bien que la première saison d'Oulia, mais après, c'est pas si drôle que ça parce que c'était un faux compte Twitter qui avait ni abonné ni abonnement. Mais il y avait eu un tweet, je sais plus, ma 4e chronique, et c'était « Vous êtes tous géniaux, je vous adore autour de la table, les chroniqueurs, trop de love, sauf toi ».
en randonnion. T'es moche. T'es pas crédible avec ton surpoids. Et en plus, tu cries sur William. Et du coup, je l'avais reposté parce que j'avais trouvé ça génial. Mais en fait, c'est nul parce que c'était genre un faux compte. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est jamais des trucs graves qui te trottent dans la tête, parce qu'en plus, comme Franck Gastambide, dans l'occurrence, a raconté récemment, mais je suis sûre que plein d'autres gens l'ont dit, on a quand même tendance à se focaliser sur le truc négatif, et du coup... Mais oui, bien sûr, à chaque fois qu'un bouquin sort, je vais voir les commentaires, et il y a quand même quelqu'un un jour qui avait écrit j'ai écrit un bouquin sur les pique-niques, et il y a quelqu'un qui commente en disant ça ne parle que de pique-nique, vraiment c'est chiant. J'étais là, c'est pas comme si c'était le titre du livre. Enfin, et donc voilà. Mais si c'est des trucs, c'est plus dans mon entourage proche en fait où je prends en compte, tu vois. Mais c'est jamais des trucs méchants. Mais j'essaye de, tu vois, j'ai des petits tics de langage. Parfois en plateau, je suis pas assez concentrée et tout. Bon, ça je les prends en compte. Et puis après, les trucs drôles, c'est pas grave. Aujourd'hui, la télévision peut être concurrencée par les formats réseaux sociaux. Il y a moins de budget aussi pour la télévision. Comment tu vois et comment tu envisages l'évolution de ton métier ? Est-ce que tu le recommanderais ? Alors l'avantage de ma génération, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Donc moi, je fais de la télé et des contenus aussi internet, même si j'ai pas de chaîne YouTube, et je viens de dire contenu internet, donc vraiment on dirait que j'ai 50 ans, mais je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et d'ailleurs, ce que tu apprends en faisant de la télé, c'est hyper applicable à des formats plus courts, même si le dynamisme est pas le même. Et je me rends compte, tu vois, sur des formats 1 minute, que parfois je manque de punch, parce que moi j'ai toujours un montage derrière, et que en fait avec n'importe quelle musique tu peux genre rebooster le tout, et tu triches moins avec les... Bonjour, je m'appelle Lucie Charnet, je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et maîtriser leurs factures. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Réseau, parce que c'est à l'iPhone et le but c'est que ce soit spontané. Mais c'est vrai que moi, mes chroniques, elles ont un côté un peu contemplatif, tu vois, quand je me balade chez une éleveuse de chèvres et qu'on voit ses fromages avec une petite musique douce et bonjour Marianne, tu vois. Donc c'est vrai que quand je fais un petit contenu genre 45 secondes, bim bam boum, en mode guide ultime, même si j'ai jamais fait ça, mais et bah du coup c'est un autre exercice. Mais au contraire, moi j'adore. En fait, moi, j'aime les deux. J'ai toujours aimé les films français hyper longs, avec 46 minutes de scène dans la cuisine. Et en même temps, j'aime bien les trucs hyper speed et tout. Donc, on peut faire les deux. Et d'ailleurs, je crois qu'une porte ouvre l'autre et inversement. C'est pas grave de commencer par Insta pour finir en télé, et c'est pas grave de commencer en télé pour finir en radio. Enfin, les triangles, ils se font de tous les côtés. Et t'as des projets réseau, justement? T'as des projets rémunérés d'animation réseau? Ah, bien sûr, ouais, bien sûr. Okay. Ça fait partie aussi de mon activité. Parce que j'en fais très peu. Mais et d'ailleurs, parfois, c'est même pas partagé sur mes réseaux. Mais oui, j'incarne des formats courts ou longs d'ailleurs, pour des interprofessions, des marques, des applications, et j'adore ça. J'adore parce que du coup, c'est souvent avec une approche journalistique. Tu vois, dernièrement, c'était pour le cidre. C'était le printemps du cidre, et j'ai tourné avec un copain que j'adore qui s'appelle Alexandre Jonette, qui a une super boîte de production, et on a tourné 6 épisodes ensemble. Génial. Donc ça, oui, j'essaie d'en avoir 3-4 chaque année, mais pareil, je sélectionne beaucoup pour que il y ait vraiment quelque chose à raconter, pour que ce soit quand même éthiquement acceptable. Donc j'en refuse énormément aussi. Et pareil, on te contacte via le réseau. En fait. Alors tu sais, ça aussi c'est une grosse question. J'ai jamais eu d'agent. Je peux pas dire que j'en aurai jamais, mais en tout cas jusqu'à présent, le retour que j'ai de mes clients, c'est que justement ils sont contents de m'avoir en direct, parce qu'il y a déjà beaucoup d'intermédiaires entre eux, leurs agences, et les clients finaux. Et en l'occurrence là, mon client actuel, il y a plein de boîtes qui gravitent autour. Si en plus moi j'avais un intermédiaire, ce serait compliqué. Et donc là, l'année dernière, j'ai travaillé 1 an sur un projet Aix-en Pellegrino, et en fait je répondais systématiquement directement au téléphone, aux mails, aux retours et tout. Et en fait ils m'ont dit waouh, ça fait du bien. Et je crois que je vais garder ça, parce que
un agent, je pense que ça a un impact et une importance énorme pour un cuisinier parce qu'il a pas le temps. Bien et sûr. Que c'est pas, voilà. Moi, c'est mon métier à la base. Ouais. Donc, en fait, l'argument de tu vas gagner du temps parce que je vais te faire les devis, les factures, les mails et tout, genre, pour moi, c'est pas un gain de temps. Je sais le faire et je suis rapide. Donc, et en plus, je passerai mon temps, je pense, à vérifier et à rappeler. Ça. Donc, si tu perds du temps, finalement. Ouais. Donc, je fonctionne comme ça. J'ai toujours répondu moi-même. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, je reçois des mails genre, bonjour, ce mail s'adresse à Raphaël Marchal. Je suis là, bonjour. Ouais, c'est vrai. Je crois que j'étais étonnée de tomber sur toi direct. Ouais. Surtout que tu m'as répondu hyper rapidement. Non, mon préféré, c'est quand on m'envoie bonjour à toute l'équipe dans Randonnion. Je suis là. Salut, les gars. C'est génial. On est tous là. Non, je suis toute seule, moi. Et t'as des conseils pour se faire du réseau dans ce milieu? Bah oui, un conseil que je n'applique absolument pas, c'est non mais c'est horrible, hein, c'est d'aller aux événements. Et d'ailleurs, je le faisais énormément au début, peut-être trop parce que le matin j'avais un petit déj presse machin, le midi j'avais, tu vois typiquement l'événement que t'as organisé là chez Balzac, je serais venue. Après j'aurais enchaîné sur un déjeuner. Enfin, non mais bien sûr. Et en fait mon conseil premier c'est vraiment d'y aller parce que énormément de rencontres que j'ai faites c'est comme ça. Et en fait, je peux même pas remettre ça sur les bébés parce que c'est pas vrai, ça date de bien avant. Je crois que, en fait, comme déjà je tourne tous les midis, j'ai plus de déj de dispo. J'ai quand même souvent des tournages sur 2 jours ou voilà des trucs le soir. Et du coup, mon temps perso, j'ai envie de le passer soit toute seule, tu vois, à regarder un film, soit avec mes potes, mon mec, mes parents. Et du coup, voilà, c'est vrai que. Et là, récemment, je me suis dit, il faut quand même que je prendre des cafés, quoi. Ouais, alors ça, Annie, je le fais. Tu vois, des cafés et tout, mais c'est plus, tu vois, des dîners le soir, des trucs. Il faut le faire. Voilà. Ouais, rencontrer en vrai, en fait. Passer cette barrière bien sûr. de LinkedIn, et se tutoyer tout de suite. Moi, c'est vraiment un truc, genre, c'est l'une de mes premières questions en général, genre, on se tutoie. Et en fait, au moins, c'est fait. Parce que si tu le fais pas dès le début, donc ça aussi, je le mettrais en la barrière. Totalement. Ok. Quand on tape ton nom sur Google, ça m'a fait rire. Quand tu googlises Raphaël Marchal. Jambes. Moi, j'ai eu maman. Ah, bah c'est nouveau. Parce qu'avant, il y avait jambes, âge, parents, des trucs lunaires. Et bah maintenant, c'est maman. Ah ouais, surtout, je me suis mis en fenêtre anonyme, tu vois, parce que pour préparer l'interview, j'avais googlisé forcément avant. Et du coup, je me suis mis en anonyme et c'est maman. C'est trop mignon. Bah oui, c'est moi, je suis maman. C'est drôle. Et bah oui, tu es maman. Depuis 5 mois, justement. Tu as appris ta grossesse de jumeaux et tu es maman aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de cet aléa positif et de la façon dont tu as géré cet aléa, même si gérer, ça peut faire négatif, mais c'est quand même le plus gros aléa de c'est le plus gros aléa de ta vie, de ta carrière, de ton métier. Est-ce que tu peux me raconter? Non, mais bien sûr. Écoute, je suis à ce moment-là à Marseille avec ma copine Aurélia pour un week-end de copines, yoga, toutes les deux ont une petite baraque, tu sais, à Méjean, les calanques de Méjean. Elle s'appelle Aurélia Del Sol, d'ailleurs, elle est super. Et j'ai quelques jours de retard. Je me dis, c'est bizarre, mais en même temps, j'en ai pas parlé à mon mec parce que je me dis, si je suis enceinte, il faut que je lui annonce en vrai et tout. Et en plus, c'est drôle parce qu'elle m'emmène voir une femme un peu gourou, masseuse, énergéticienne, tout ce que je kiffe, quoi. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que j'y vais? Si ça se trouve, je suis enceinte, mais en même temps, j'avais aucun symptôme de grossesse et j'avais peur de me tromper et tout. Et d'ailleurs, c'est mignon parce que c'est là que je me suis dit, ouais, j'en ai envie parce que je sentais que j'allais être déçue si c'était pas le cas, alors que ça faisait pas, enfin, je veux dire, ça aurait pu prendre un an, tu vois. Et en fait, à un moment, elle va faire une course, donc j'ai une demi-heure toute seule. Je vais acheter un test de grossesse en me disant, allez, tu seras fixée. Puis en fait, comment on dit, c'est quoi l'expression pour dire que t'as perdu ton courage? Je me défile. Oui. Je me défile et j'ose pas le faire. Je me dégonfle. Oui. Et du coup, on passe notre soirée toutes les deux, on se fait un petit apéro, machin et tout. Et le lendemain, je me souviens très bien. Non, pour le coup, moi, je suis team Anna Roy à fond. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai pas du tout rigolé avec ça. Et justement, c'est drôle que tu dis ça parce que oui, elle ouvre la bouteille de rouge et tout, elle me propose de me resservir et au fond de moi, je suis là genre non, c'est bon et tout, j'en veux pas plus et j'avais bu que la moitié du premier. Et en même temps, je me disais, t'es ridicule à pas boire ton vin. Déjà, si t'es enceinte de 10 jours et en plus, t'as aucun symptôme, donc c'est sûr que non, tu vois. Le lendemain matin, je me réveille. Évidemment, j'ai envie de faire pipi. Et là, je me dis, bah écoute, vas-y, réfléchis même pas. Donc vraiment, et en fait, en 5 secondes, je vois les 2 barres roses et tout. Oh, donc là, entre ce jour-là et la première écho, il se passe quand même, je sais pas, 1 mois. Donc pendant 1 mois, la news de ouf, c'est qu'on va avoir un bébé. Bah ouais. Un bébé, tu vois.
Donc, évidemment, je trépigne, mais je veux pas le dire à mon mec à distance, donc j'attends de rentrer à Paris pour lui annoncer et tout. Trop mignon, machin, on saute de joie. On le dit à personne d'autre parce que c'est quand même le grand secret. Donc ma copine Aurélie, en plus, c'est ouf parce que quand elle a appris après que je l'ai appris quand elle était là, ouais, mais t'as tenu le secret parce que j'avais qu'une envie, c'était de descendre t'as envie de le crier courant dans le salon, mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Surtout qu'on avait vécu 6 mois avant un petit œuf clair et du coup c'était pas dur, mais c'était pas facile non plus. Et donc c'était vraiment une très bonne nouvelle. Et du coup pendant un mois, bah voilà, on est tous les deux. Enfin je dis un mois, j'en sais rien. C'était peut-être 3 semaines, c'était peut-être 5 semaines, j'en sais rien. Et donc on est tout contents, machin, on va avoir un bébé et tout. Et puis je vais faire l'écho. Et la gynéco me dit, il y en a 2. Et je te jure que c'est vrai. Parce que j'y suis allée toute seule à l'écho et après j'ai appelé mon mec. Et je lui dis, il y a 2 quoi? Et moi, j'avais pas compris. Et en fait, j'étais tellement focus sur s'assurer que ce soit pas un œuf clair encore une fois et tout, que quand elle me dit, il y en a 2, je me dis, tu captes pas, quoi. Ça doit être un truc de gynéco, tu vois, genre, il y a bien... Et je dis, il y a 2 quoi? Et elle me sourit comme ça, genre, il y en a 2. Ah ouais. Et moi, j'ai fait genre, 2 bébés? Et elle était là, oui. Et genre, mais je sais même pas te dire comment j'ai ri. Bah ouais. Mais parce que je savais pas quoi. Ouais. En plus, c'est vrai que j'ai une histoire familiale qui rend presque la chose impossible à mes yeux. Mes parents, ils ont fait 9 fives. Moi, je suis fille unique. Ils ont énormément galéré. Oui, limite, tu t'es dit, mais moi, je vais galérer déjà bien avoir sûr. un bébé. Et donc, au fond, moi, je sais que ça a fait peur aussi à mes parents. Enfin, ils me l'ont dit après, tu vois. Et du coup, qu'il y en ait 2... Naturellement, il y a eu un petit côté genre revanche déjà sur nous parce que la fois d'avant ça avait pas marché et aussi sur mes parents et tout. Bon bref, donc incroyable. Je sors de là, j'appelle mon mec et je le mets en FaceTime et je lui dis parce que je vais voir sa gueule et il rentrait que le lendemain il était en week-end et je dis attends je t'envoie la photo de l'écho machin. Il me dit ok nan. Et là, il voit la photo et il me dit je vois le rond parce qu'il y avait un rond et un ovale parce qu'évidemment avec l'angle c'était pas 2 ronds, tu vois. Et il me dit mais je vois le rond et c'est quoi le truc à droite? C'était genre l'autre, tu vois. Et je lui dis c'est l'autre. Et il me dit c'est l'autre quoi? Donc en fait on a dit pareil. Et j'étais là mon cœur c'est l'autre et il était là mais quoi c'est l'autre quoi? Mais Raph je suis pas gynéco moi c'est bon raconte explique et tout tout va bien ou pas? J'étais là bah oui tout va bien il y en a 2. Et là il a fait genre quoi? Donc vraiment c'était fou et en fait là où c'était trop mignon c'est que c'est toujours je pense un grand moment d'annoncer une grossesse mais nous on avait à chaque fois 2 annonces tu vois c'était vraiment genre je suis enceinte mais c'est pas tout il y en a 2 et donc bref après ça a été une succession d'annonces de mignonnerie en mignonnerie parce qu'à chaque fois on imaginait tout un on adore tu vas raconter des histoires donc mes parents ça a été genre féerique et voilà ils s'appellent Harold et Timothée ils sont trop mignons et ils étaient bien 2, 3 kg 2 et 2 kg 4 le 9 novembre et vraiment quel bonheur. Bah ouais, et ça s'est bien passé du coup la grossesse, le cumul avec le travail. T'as pas été malade ou les 3 premiers mois, j'ai eu énormément la nausée. Pas tout de suite d'ailleurs quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit c'est bizarre, je me sens pas enceinte et tout puis genre 2 semaines après, c'était vraiment hard les nausées. Ensuite, ça a été le dream, genre de 3 à 8,5. J'ai accouché à 8,5, nickel. J'adore mon gynéco en plus, donc c'était trop bien. J'ai adoré la semaine à la mater. Je sais pas pourquoi, hein, genre. Bah oui, je pense que t'apprends tout en fait. Ah non, mais c'était génial. Quoi. Enfin, à Sainte-Félicité, c'était super. Ah ouais. Donc on a fait une semaine. En plus, ma doula nous livrait tous les jours des trop bons petits plats. On avait une conseillère en lactation qui était géniale. J'ai allaité les 2 premiers mois et demi à peu près, 2 mois et demi, 3 mois. Ça c'était trop bien. Enfin tout était génial quoi. J'ai repris le boulot très vite, j'ai repris le yoga très vite. Tu t'es arrêtée combien de temps du coup? Je me suis arrêtée 1 semaine avant, mais c'est pas du tout par. Enfin c'est vraiment que juste j'étais en forme et j'avais pas vraiment de raison de m'arrêter plus tôt. Et après j'ai repris mi-janvier donc 2 mois après. Ah ouais. Mais ça allait en fait, ça allait. Vraiment, de toute façon, je suis indépendante, donc c'est moi qui décidais. Et ça s'est bien fait. Après, tu vois, j'ai aussi l'avantage... L'inconvénient en tant qu'indépendante, c'est que t'as pas d'aide et que c'est nul. Mais l'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux. Et quand j'ai repris, j'ai mes semaines, tu vois. Super. Là, j'ai une grosse semaine de 4 jours là qui arrive. Mais vendredi, on part pour les vacances et là, je vais être à fond avec les bébés, tu vois. Oui. Donc ça, c'est quand même le gros avantage, c'est que je peux passer. Bon, là, en l'occurrence, le podcast, je voulais le faire à la maison justement pour être un peu avec les bébés, mais ça aurait été trop bordélique et j'ai encore plein de taf, donc on le fait ici. Mais je peux, tu vois, gérer
Pas de bouleversement psychologique qui aurait pu avoir un impact sur le boulot. Moi, j'ai reçu beaucoup de femmes sur mon podcast qui... toi, t'es vraiment passionnée par ce que tu fais, mais justement, il y a un gros remaniement qui se joue au moment où on devient maman et on se pose des questions qu'on s'est forcément jamais posées avant et qui peut avoir un impact justement sur le travail, sur la carrière, sur la vision de la vie finalement et du travail. Bah écoute, oui. Et d'ailleurs, je m'étais dit, est-ce que ça va être... est-ce que je vais changer de perspective et de trajectoire? Et en fait, ça a renforcé... tout ce que ton amour du métier et c'est l'une des questions justement que Sana ma coach m'a posée. Elle m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu te trompes pas de rêve, qui est une très bonne question. Et en fait, spontanément, sans même réfléchir, j'ai dit ah non, et elle a dit OK, bonne réponse, genre on y va et tout. Donc en fait non, ça m'a donné la niaque. Mais en revanche mais moi j'ai jamais été comme ça, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé tard, bossé le week-end, ou alors quand je le fais c'est parce que vraiment j'ai envie un rush quoi. Mais mon objectif premier a toujours été de libérer du temps pour les choses importantes. Si je me retrouve à bosser après le dîner, c'est parce que vraiment je suis speed et que il faut que je termine un truc, mais c'est c'est hyper important pour moi d'avoir du temps, même pour rien faire. Et ça, le jour où c'est plus possible, je sais qu'il va falloir que je revoie quelque chose parce que je veux pas être. J'ai vu trop de gens être malades parce qu'ils ont trop travaillé, parce qu'ils sont trop, pas trop travaillé, mais parce qu'ils se sont trop occupés. Par la charge mentale, boulot vs famille. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais que parfois, tu vois, je me disais, OK, attends, j'ai un truc à faire, alors que j'avais les enfants autour de moi, et en fait, non, je déconnecte pendant le tourbillon, ce qu'on appelle tunnel. Moi, j'appelle ça tourbillon, je trouve ça plus sympa. Non, mon téléphone, il est sur la table et je suis à fond avec les bébés, et puis après, je reprends, quoi. Mais c'est pas évident à trouver. Bon, du coup, dans les chroniques, il y aura peut-être des petites touches bébés, enfants. Écoute, pendant la grossesse, je leur avais proposé, je leur avais dit, est-ce qu'on fait une chronique, genre, tu vois, le gueuleton, parce qu'il y a plein de trucs qu'on savait pas, tu vois, typiquement, on m'avait pas donné l'astuce de passer le saumon fumé au four pour pouvoir le manger quand t'es enceinte. Ouais, carrément. Si tu veux manger ta viande saignante, la congeler avant, tous ces petits trucs. Et donc, je leur avais dit, si vous voulez, on peut faire une petite séquence. Tu vois, moi, je buvais du kombucha dans des verres à vin pour me faire kiffer et tout. Et en fait, ils m'ont dit, mais je comprends, nous, on est beaucoup regardés soit par les étudiants qui rentrent déjeuner chez eux le midi, soit par les gens à la retraite. Moi, je vous regardais quand j'étais en congé mat. Voilà, ou en congé, voilà. Et du coup, il y a une toute petite partie, congé mat, où en l'occurrence, ça t'aurait totalement concerné, mais sinon, c'est pas tout à fait la cible. Ouais, complètement. Et en revanche, oui, ce serait rigolo de faire une chronique. Là, on a tourné avec Alice Roca la semaine dernière un sujet lunchbox. Et il y avait lunchbox un peu enfant adulte et ça, c'était cool. Mais c'est pas ce qui concerne le plus nos téléspectateurs. D'accord. Ice cream, sandwich, nouilles soba, coquille Saint-Jacques. Je me suis amusée à regarder tes dernières photos food et à saliver évidemment dessus. Quels sont tes secrets pour garder la ligne? Je sais qu'on t'a posé la question. Mais tu sais, c'est drôle parce que on me pose tout le temps cette question. Ce qui est très marrant, c'est que ado, je faisais vraiment le yo-yo de ouf parce que moi j'ai pas du tout une morpho à être comme ça. Ok, ça se voit pas. Non, enfin la meuf, je sais, je suis une bombe. Non, en fait ça se voit pas parce que j'ai récemment capté en fait le rythme à adopter. Alors que tu vois de mes 16 à mes 25 ans, je me souviens que parce que ma mère elle est hyper cash et hyper honnête et c'est aussi pour ça que je l'aime, mais à chaque fois que j'allais genre en week-end chez eux, je me disais oh là là, elle va dire que j'ai grossi et tout, mais c'était pas genre méchant en mode il y a jamais eu de dérive. Mais c'est juste que elle me connaît donc voilà. Et en fait, j'avais tendance à avoir des boulimies de compulsifs et tout. Et je suis toujours une très une grosse mangeuse et quand je craque. Mais le yoga, ça a changé complètement. Bon, même là, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Faudrait vraiment que je m'y refoute un peu. Mais le yoga, ça a été un peu une révélation. Mais à côté de ça, je crois que le truc, c'est que j'ai jamais fait de régime. J'ai toujours compensé. C'est-à-dire que si je suis invitée à dîner, je me resserre de dessert, je me resserre de fromage, je picole et tout. Puis nous, on est vraiment une famille de gros mangeurs et mon mec aussi. Donc, c'est pas du tout un truc qui serait négociable pour moi. Mais à côté de ça, j'ai toujours adoré les légumes et les fruits, donc j'en mange beaucoup. Et le lendemain, c'est juste que c'est naturel pour moi de me dire, tranquille, quoi. On a fait nimp tout le week-end. Tu vois, là, typiquement, j'étais en plateau aujourd'hui. Je déjeune pas vraiment dans ces cas-là, tu vois. Alors, je sais que c'est peut-être pas ouf de grignoter, mais en tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Mais maintenant, en fait, je me laisse vivre et quand je sens que j'ai du mal à boutonner mon jean, je vais un peu plus au yoga.
je me détends un peu sur les gâteaux parce que je suis devenue très sucrée avec la grossesse alors que je l'étais pas beaucoup, donc c'est bizarre. Ça change, ouais. Ouais, de ouf. Et mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Après, enceinte, je sais pas à quoi c'est dû. Moi, j'ai très peu pris, mais pourtant je mangeais. Hein. Ouais, ça dépend des morphos. Ouais. Tout le monde me disait 30 kilos, des jumeaux, tu vas prendre 30 kilos. J'étais là, bon, genre quelle angoisse, je vais perdre le temps. Et en fait, j'avais des périodes où j'avais hyper faim, tu sais, les grosses fringales de grossesse, et surtout allaitement, j'avais tellement la dalle. J'ai plus pris d'ailleurs après, c'est-à-dire que j'ai accouché, je pesais moins qu'avant d'être enceinte parce que ça a été automatique. Ouais. Mais en revanche, après, j'ai repris. Je me disais, mais c'est ridicule, genre qui prend du poids après son accouchement, tu vois. Et en fait, oui, c'était. Ouais. Et puis là, écoute, En fait, je regarde pas trop, je me connais, donc je vois très bien au niveau de mes joues, de mes poignées d'amour et tout, je vois très bien. Mais le yoga, franchement, j'ai que ça comme réponse parce que c'est vrai. Trop bien, en plus c'est trop bien. Le yoga, santé, voilà. Yoga, massage, fruits, légumes. Trop bien. C'est quoi ton prochain rêve, Raphaël? Écoute, je sais pas si moi, j'ai envie la meuf ne sait pas faire une phrase. En fait, mes chroniques, actuellement, elles font entre 8 et 10 minutes. Okay. Et donc, t'as peu le temps de raconter. Et surtout, dans ces 8 à 10 minutes, mon reportage, il dure 2 minutes 45, 3 minutes 15, tu vois. Donc, c'est presque du format Insta, en fait. Et c'est vrai que les rencontres que je fais dans le taf, je me dis, mais putain, si on avait 52 minutes, on pourrait tellement en dire plus et tout. Un podcast? Non, mais je crois que j'ai envie de continuer à raconter en images. Ouais. J'ai eu un podcast que j'ai adoré animer, qui s'appelait À côté de la plaque. C'était le podcast qui parle de tout sauf de bouffe. Et en fait, j'interrogeais des acteurs de la bouffe, beaucoup de chefs, mais aussi des épiciers, des agriculteurs, etc. Et l'idée, c'était justement de parler d'autres choses avec eux. Et donc, j'ai eu des moments que j'ai trop aimés, notamment avec Pierre Gagnère. Je demandais à chaque fois leurs péchés mignons, leurs petites phobies, leurs petites lubies. Et Pierre Gagnère, c'est drôle parce que lui, on l'interroge quand même très souvent sur la cuisine. Et il me dit, mais moi, il y a un truc qui me rend ouf, c'est à l'hôtel les mignonnettes, tu sais, de shampoing et de gel douche. Ouais. Et en fait, il dit c'est écrit trop petit, tu sais jamais qui est le shampoing, qui est le gel douche. Ouais. Donc moi, j'ai pas mes lunettes sous la douche et tout. Et en fait, il me raconte ça et je me suis dit mais c'est trop marrant d'entendre Pierre Gagnère comme ça. Et Pierre Hermé, je lui dis c'est quoi le truc qui t'agace le plus? Non, qui vous agace. Je sais plus si vous voyez ou si je le tutoyais. Et il me dit, c'est les gens qui ont un sac à dos. Mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il répond comme si il en parlait tous les jours. Tu vois. Il dit, c'est les gens qui ont un sac à dos, mais ils ont oublié qu'ils ont un sac à dos. Donc, non seulement ils te bousculent avec leur sac à dos, mais en plus, ils s'excusent pas parce qu'ils ont oublié qu'ils en avaient un. Et du coup, je me dis, c'est marrant. Et donc, ça, c'était marrant. Et à chaque fois, je posais des questions genre, est-ce que tu t'aimes? Décalé, Et ça, pareil, tu vois, quand t'interviews des Français, ils te disent, non, je m'aime pas, quelle horreur et tout. Ouais, mais dès que t'interviews quelqu'un mais n'importe quel autre pays sauf la France, on te dit, évidemment. Enfin, évidemment que je m'aime, tu vois. J'étais là, bon. Donc, bref, j'ai fait l'exercice avec Business of Bouffe et j'ai trop kiffé cette aventure. Mais non, là, je parlais vraiment de un truc en image, que ce soit pour une plateforme, une autre chaîne, voilà. Mais ça, c'est vraiment un rêve. D'ailleurs, que je l'incarne ou pas, mais j'ai vraiment envie d'aller raconter des épisodes d'une heure ou. Ouais. Mais ça a toujours été mon rêve et peut-être que ça viendra un jour et je suis pas pressée parce que le chemin vers mon rêve, il est trop sympa. Donc en fait, c'est clair. C'est pas grave, ça prendra le temps. Apprécier le chemin encore plus que la finalité, hyper important. Ouais. On va finir par des petites questions, Raphaël. L'idée, c'est d'y répondre avec des réponses assez courtes. Okay. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? Franchement, si je résume en un mot, c'est Oh My Cream. Ma passion absolue. Ça fait vraiment des années que je suis très fidèle cliente. Ça se voit d'ailleurs sur le montant dépensé qui est enregistré dans mon compte. Je fais tous mes cadeaux là-bas. Elle est pas du tout courte ma réponse, mais voilà, Oh My Cream. Non, mais pour moi, c'est la base en fait. Un peu développer. Que ce soit en maquillage, en crème, en soins, en shampoing, en compléments alimentaires. Vraiment, tous leurs produits sont top, quoi. J'adore. D'accord, tu sais que j'ai jamais utilisé les produits Oh My Cream. Mais ils ont leurs produits et les produits de marque avec lesquels ils travaillent. Donc je pense que tu as déjà testé ça. Oui, c'est possible. Ouais. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire? Un livre, un film, un podcast, ce que tu veux. Écoute, se souvenir des belles choses avec Bernard Campan et Isabelle Carré, c'est vraiment la joliesse la plus totale. J'adore ce film, genre il me donne envie de pleurer. Voilà, je sais même pas pourquoi je sais ça, je l'ai pas vu depuis 5 ans, mais il est trop beau ce film. Je l'ai regardé beaucoup. Très bien.
Le conseil que l'on t'a donné et que tu aurais aimé connaître absolument avant de te lancer. En fait, c'est un conseil qu'on m'a... Enfin, la meuf. En fait, c'est pas un conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil que j'ai découvert avec le temps. C'est qu'en fait, parfois, on a peur de faire parce qu'on se dit qu'on va pas bien le faire, qu'on va pas bien le raconter, qu'on va pas trouver les mots, que ça va être un peu ridicule et tout. Et en fait, je me suis toujours rendu compte après coup que même quand ça paraît dans notre tête trop brouillon et trop fouillis, le fait déjà de le verbaliser, et ben en fait ça a du sens. Et parfois, tu vois, par exemple, je commence un article, je sais pas comment le commencer. Du coup, je commence un paragraphe en me disant c'est pas grave, je le corrigerai. Pour l'instant, je le mets tel quel. Et après, je le relis et je me dis ah ben non, mais en fait, c'est déjà à peu près construit. Et du coup, ça vaut autant pour une vidéo que pour, tu vois, une chronique, que pour une animation d'un festival, un article. En tout cas, n'importe quel projet, quel qu'il soit, il faut faire. Et ensuite, on voit. Parce que si on n'y va pas avant d'avoir commencé, on risque pas d'avoir un truc bien. Même quelqu'un qui veut se lancer dans la fabrique de sacs, en fait, faut en faire un. Et puis après, on voit. Et enfin, en tout cas, c'est un truc que maintenant, je me dis à moi-même. Genre, arrête d'attendre que ce soit le truc, fonce, quoi. Ouais, hyper bon conseil. Ta plus grande audace, est-ce que tu en tires? Ah là là. Alors ça, c'est dû au fait que je sois fille unique. C'est que j'ai, par la force des choses, toujours été un peu obligée d'être moins timide que les autres parce que sinon t'es tout seul. Et donc je partais en colo à l'âge de 3 ans à Saint-Fargeau, je me souviens, à la mini-ferme. Et direct dans le bus, tu vois, souvent les gens ils partaient avec leurs sœurs, ils partaient avec leurs copines, ils partaient machin. Et moi j'étais toute seule et donc je me disais là je pars 2 semaines. Gars, ça va être long en fait si pendant 2 semaines t'es tout seul. Et du coup j'étais là, coucou, moi c'est Rafou, mais vous pouvez aussi m'appeler Raphaël ou Raph. Trop mignon. Et en fait, je pense que c'est ça. Je sais pas si ça s'appelle de l'audace, mais c'est vrai que. Si. En fait, c'est marrant parce que t'as appris à aller vers les autres. Voilà. En fait. Et c'est un truc qui m'est resté, alors que mes parents, mon père ils sont 3, ma mère ils sont 4. Okay. Et donc ils ont peut-être moins grandi avec ce truc-là parce qu'ils étaient déjà tout le temps nombreux à la maison. Et en fait, c'est drôle parce que dans mes meilleures amies, 2 sont écossaises et elles m'ont toujours dit, c'est marrant parce que t'es pas française, tu vois, comme au sens pas sympa du terme, en tout cas parisien. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça me choque pas d'aller parler à quelqu'un, tu vois, dans un resto. C'est trop bien. Voilà, donc je dirais que c'est ça, ouais. Ouais, et pas parisienne, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai beaucoup vécu à l'étranger et c'est vrai que je vivais parce que j'en avais un peu, je partais à l'étranger parce que j'en avais un peu marre du parisianisme. Ouais. Tu sais, qui te regardent un peu comme ça, tu sais, les clichés, mais qui sont vrais en fait. Alors que moi j'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu aux États-Unis et pas du tout comme ça, quoi. Ils te font un câlin en te rencontrant, quoi, les gens. Donc pas du tout pareil. Un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée. Non, mais je réfléchis à un échec dont j'aurais tiré une vraie leçon. C'est un peu la loose de dire ça, mais c'est pas grave. En fait, moi, je me suis pas mal fait larguer. La meuf, tu sais que c'est vrai. Hein, je me suis pas mal fait larguer à des moments où je m'y attendais pas du tout. Où moi, j'étais sur mon nuage. Genre, c'est tellement l'amour, le mec m'adore et tout. Et à chaque fois, je suis tombée de ma chaise. Tu sais, c'est pas genre je sens que ça va pas et qu'il m'aime plus. C'est vraiment genre Raph, faut que je te parle. Et j'étais là, ouais, carrément, tu veux qu'on parte en week-end, c'est ça? Tu sais, genre non, en fait, c'est fini. Ah ouais. Et j'étais là, waouh, ok. Et en fait, je me rends compte que dans mon entourage, j'ai beaucoup de potes mecs ou meufs qui ne se sont jamais fait larguer. Et moi, je suis là, mais moi, je me suis fait larguer genre 5 fois, tu vois. Bon, peut-être j'ai aussi quitté beaucoup, mais et c'est marrant parce que à chaque fois, au fond de moi, je me disais. C'est bien, en fait, il m'a rendu service. Je sais pas comment te dire, c'est-à-dire que sur le coup, ça fait hyper mal. Ouais. Et comme je pense tout le monde qui se fait quitter, t'as cette espèce de mécanisme, tu vois, d'aller te faire couper les cheveux, de changer de fringue, de changer ton maquillage, de beaucoup sortir, de trucs. Et en fait, à chaque fois, ça m'a donné une impulsion. C'est ouf que je raconte ça, mais c'est pas grave. En fait, à chaque fois, au bout de 2 semaines de vraiment de pleurs, de machin, c'est pas cool et tout, je me suis dit, mais je me préfère maintenant. Bah ouais. Et donc, merci à tous ces gros bâtards qui m'ont planté. Non, mais c'est connu, il y a toujours un cadeau mal emballé, ce qu'on dit. Exactement, oui, c'est vrai. Voilà, derrière. Non, mais
Merci pour ton partage. Je crois qu'on me l'a jamais dit. Non, mais je ne l'avais c'est jamais intéressant. dit, je pense qu'il y a peu qui nous écoutent qui viennent de se faire larguer, donc ça va aller. Ça va aller. Bah oui, bien sûr. Ils vont venir peut-être. Encore 3 petites dernières questions et je te laisse. Qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à te connaître? Le yoga, c'est ouf. Ouais. Hein. Mais ma rencontre avec Charlotte Gomez, qui est la fondatrice du Oi à Paris, rue des Martyrs, c'est juste avant le confinement. La pauvre, elle ouvre en novembre 2019, on se confine en mars, tu vois. Et c'est marrant parce que j'y allais parce que j'ai écrit un peu pour l'EL pendant 1 an. Je faisais un peu des piges pour eux. C'était trop bien. Et en fait, je vais l'interviewer pour faire un grand papier dans l'EL avec photographe et compagnie. Et moi, vraiment, j'étais sur, évidemment, le resto à fond, les vins nature qu'elle y servait, cette bouffe mexicaine plant-based hyper bonne, l'anecdote des pancakes de sa sœur qu'elle a modifié pour les faire à sa sauce. Après, je voulais un peu parler de la déco et du côté hyper environnemental friendly, etc. De l'hôtel. Un petit peu, tu vois, les ateliers massage, sandbass et tout. Et le yoga, je me souviens qu'elle voulait tout le temps aller là-dessus. J'étais, mais on s'en fout. Enfin, moi, j'étais pas du tout, j'avais pas compris que c'était un yoga hôtel. Et du coup, je me souviens qu'à chaque fois qu'elle essayait d'en parler, d'ailleurs, maintenant, on est devenus hyper amis et on en rit. J'étais là, genre, ok, ça marche. Bon, pour en revenir tu vois, j'avais pas compris que c'était central. Ouais, d'accord. Et en fait, à la fin de l'interview, parce qu'on a quand même passé quasiment la journée ensemble, parce qu'on avait énormément de contenu à produire, elle me dit, tu sais, genre, ça me fait trop plaisir de parler des pancakes et tout, parce que voilà, mais elle me dit, mon hôtel, c'est ça, et genre, viens à un cours. Et j'étais là, ouais, ça marche, carrément, on s'appelle et tout, tu vois. Et puis j'ai fini par y aller. J'ai pas du tout aimé dès le premier cours, hein, c'est pas vrai. Surtout que moi je suis souple comme un carré. Donc, et en fait, ça m'a mais métamorphosé l'esprit surtout. Moi, je suis très je dis moi alors que je pense que je peux parler au nom de tout le monde en boucle. Tu vois, si quelqu'un répond pas à un de mes textos, au lieu de me dire qu'il a pas le temps comme une personne saine, je vais me dire peut-être que je lui ai fait de la peine, peut-être que j'ai fait ça, mais pourquoi il répond pas, mais c'est chelou, mais autant machin et tout. Et en fait, je pars en vrille. Et le yoga, souvent j'y vais comme tout le monde avec plein de pensées, de to-do list, de machin, de trucs. Et en fait, à la fin du cours, c'est genre le reset. Tu vois. Et du coup, ça m'a énormément aidée. Et justement, là, tu vois, au moment où je te parle, ça fait 10 jours que je suis pas allée. Alors que normalement, j'y vais 2 fois par semaine, parfois 3, parfois 4. Et là, je sens que ça va, je suis pas équilibrée là, tu vois. Et j'ai pas d'autres réponses parce que ça a tout changé. C'est quelle forme de yoga que tu fais? Alors, à Paris, je fais du vinyasa chauffé. En l'occurrence, c'est Youge maintenant au Oi. Quand je suis en Suisse, je fais du Bikram. Je suis évidemment pas supportrice de l'homme qui l'a été, mais j'aime sa série. Et à côté de ça, de temps en temps, je fais du Jivamukti, un petit peu de Hatha, un petit peu de temps en temps d'Ashtanga, mais surtout en retraite en fait Ashtanga. D'accord. Et puis après, quand ça m'amuse, je vais faire du Kundalini, mais c'est pas du tout un truc que j'aurais envie de pratiquer au quotidien. Et bien sûr, des respirations, un peu de méditation, mais ça va avec. Je le fais pas séparément du yoga. D'accord. Et ça m'a, ça a tout changé pour moi. Ah, génial. Ouais. Moi, j'avoue, j'essaye encore, hein, mais j'ai du mal avec le yoga. Ouais. Ça va venir. On est fait pour ça. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ouf. Ça rejoint en fait la question que j'allais te poser, c'est tu fais beaucoup de choses, en plus maintenant tu as 2 bébés. Est-ce que tu as des conseils pour ne pas atteindre tes limites physiques et psychologiques? Donc il y a le yoga, j'imagine, si tu as d'autres conseils. En fait, moi je suis très indulgente avec moi-même, c'est-à-dire que souvent c'est les autres qui me renvoient une image de moi un peu hyperactive et je me rends compte que soit je le vis pas comme ça et tant mieux, soit en fait peut-être je renvoie l'image de quelqu'un qui s'arrête jamais, mais moi je m'arrête beaucoup. Hein. J'ai pas du tout. Et en fait, ça c'est vraiment pour le coup un truc que mon père m'a toujours dit et il a trop raison et je l'applique tout le temps. Il m'a toujours dit, même si, alors évidemment, si t'es genre, non, je peux même pas te donner d'exemple de métier, mais voilà, si t'as un métier qui demande de travailler 20 heures par jour et que t'as pas le choix, bien sûr, tu vois. Mais si c'est possible, lui il m'a toujours dit. Si tu finis à 22h le soir, c'est que tu t'es mal organisé, en tout cas dans un métier qui est le mien, tu vois. Ça doit être possible. Évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix et tout ça, je fais très attention à ce que je dis, mais lui, en tout cas, il m'a toujours dit, n'oublie pas, il faut travailler dans la vie, c'est la santé. Tous les philosophes te diront d'ailleurs que c'est primordial et que c'est central avec les amitiés et l'amour. Mais pour moi, c'est très important de partir en week-end la tête vide. Il y a un truc
qui pour moi est un conseil essentiel et ça a toujours été ma ligne. Et c'est drôle parce que c'est un truc que j'ai en commun fort avec mon copain Christophe Michalak. Il a toujours été comme ça. C'est qu'en fait, je n'ai jamais, et lui non plus, de to-do list inachevée. C'est-à-dire que je ne peux pas partir à un dîner ou en week-end ou juste regarder un film et dîner avec mon mec si j'ai pas fini mes bullet points. Et il faut surtout pas les laisser s'accumuler parce qu'après c'est mort. Et en plus ça traîne dans la tête. Et parfois on a l'impression qu'on a une to-do pas possible alors qu'en fait il suffirait de cocher les 3/4 pour avoir l'esprit beaucoup plus léger. Et quand les bébés sont arrivés, en fait l'administratif c'est un truc qui m'avait toujours fait un peu peur. Et le truc, c'est que je me suis retrouvée pendant les 3-4 premiers mois constamment avec l'assurance maladie, les cartes vitales, les déclarations aux impôts, la mutuelle, la nounou, la crèche, la femme de ménage. Enfin, j'avais genre une micro-entreprise à la maison. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en fait, c'est fou, mais genre à chaque fois, tu vois, j'avais un tire-lait à la maison, c'est con, hein, mais je l'ai loué. Et bah, juste de renvoyer le tire-lait, ça demandait une paperasse folle. Bah ouais. Et en fait, juste de chaque jour me dire, bon, bah voilà, ça c'est réglé, ça c'est fait, ma chronique. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai mon montage, mon plateau, mes chroniques à écrire. Il faut que je prépare une vidéo que je veux publier bientôt. J'ai notre podcast, j'ai un call à 16h30, il est quelle heure? Pour préparer un tournage demain matin et tout. Et en fait, je sais que je ne rentrerai à la maison que quand j'aurai fait tout ça. Et en soi, c'est pas énorme, hein, c'est une journée normale. Mais c'est juste que je vais rentrer à la maison. Et là, je vais être trop contente de retrouver les bébés et de machin. Et ça, c'est un vrai conseil. C'est, il faut pas se leurrer et se dire que on va pouvoir aller au ciné et finir de bosser après. Et ça, je pense que le truc de bon bah je kiffe et on bossera plus tard, c'est une vraie erreur. En tout cas pour les gens qui ont la même façon de s'organiser que moi, c'est pas jouable. Donc quitte à parfois peut-être finir un truc le dimanche, c'est pas grave, c'est pas grave de prendre un peu de temps sur son temps perso si ça en libère pour plus kiffer. Donc je pense que c'est ça, c'est cocher la to-do list au fur et à mesure. Super conseil. Et ma dernière question, Raphaël, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie ? C'est la question rituelle du podcast. Bah, en fait, il y a une réponse, mais c'est drôle, on dirait. Tu m'as envoyé les questions à l'avance, sans déconner. C'est vrai. Je sais pas, à chaque fois, j'ai une réponse genre, alors là, j'ai une réponse. J'avoue. Bah non, mais en fait, j'ai une réponse à cette question, et c'est très bouddhiste comme réponse, mais c'est que seul n'existe que le moment présent. C'est-à-dire que le passé, ça n'existe plus, le futur, ça n'existe pas encore. Donc, être acteur de sa vie, c'est être maintenant. Mais genre, c'est ici et maintenant. Mais oui, c'est du b.a.-ba, mais c'est tellement vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est pas très original, hein, dis donc. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Et ça, c'est mieux pour la facture. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.